Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Digitalmen. Aujourd'hui nous recevons Pascal qui vient nous parler de Viva Technologies, le salon qui a eu lieu il y a quelques semaines. Alors on ne va pas vous parler actualité puisque de nombreux médias le traitent parfaitement bien et Lionel et moi souhaitons interroger Pascal sur la portée que peut avoir un salon dans la création de nouveaux paradigmes éducatifs. C'est ce que nous voyons tout de suite et nous le voyons sur Digitalmen. Eh bien, bonjour Pascal. Bonjour. Bonjour Lionel. Et bonjour tout le monde. Et bien nous revoilà pour cette deuxième vidéo avec Pascal qui nous rejoint pour nous parler de Viva Technologies, ce salon qui a eu lieu il y a une dizaine de jours à peu près au moment où nous tournons cette vidéo. Et on a décidé d'en parler, alors non pas pour partager l'actualité, puisque d'autres médias le traitent parfaitement bien, mais pour traiter surtout de ce nouveau paradigme éducatif que génère peut-être ce salon. Alors d'abord, oui, tout à fait, qui parle en premier? Non, allez, je vais poser la première question. Allez. Je me lance. Bon, d'abord, Viva Technologies. C'est quoi? C'était organisé par qui? Ça se passait où? Pendant combien de jours? Qui on a pu y croiser? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un événement dédié à l'innovation, bien sûr, qui se passait à la Porte de Versailles pendant 3 jours, qui a été initié par 2 grands groupes français, enfin même mondiaux, par Publicis et Les Échos. Ça a été un sacré pari, puisqu'en fait, l'idée qui devait germer depuis un petit moment dans la tête de Maurice Lévy n'a été développée et présentée qu'à partir du mois de décembre. Et en 6 mois, il a fallu réunir les speakers internationaux, tous les grands partenaires, les grosses entreprises, et en faire un lieu, enfin en faire un événement à portée mondiale. C'était vraiment un objectif clair de faire de la première de Vivatech que ce soit quelque chose qui s'adresse au niveau du monde. Bon, oui, alors au niveau du monde, mais qui s'adressait à qui? En fait, c'est un événement dédié à la rencontre des startups et des grands groupes pour travailler ensemble, en faire un espace de coworking et puis en même temps donner une dimension, une réflexion à toute cette transformation qui est en train de se passer, mais avec vraiment un état d'esprit de workshop international, puisqu'en fait il y a eu 250 conférences, même voire plus, avec des speakers très importantants de type Eric Schmidt d'Alphabet ou Tim Armstrong d'AOL, enfin bon, des plateaux incroyables. Et une des volontés de Publicis, lorsqu'ils ont commencé à parler de cet événement, c'était de faire que Vivatech soit également le Davos, enfin en tout cas devienne le Davos de la technologie. En plus d'en faire un lieu de rencontre et de coworking entre les grands groupes et les startups. Donc on n'est pas dans comme le CIS de Las Vegas où on est dans du showrooming. Total, showrooming. Là on est plutôt dans du travail collaboratif. Tout à fait. À l'échelle d'un... C'était vraiment affirmé dès le départ également. Voilà. C'est très original, c'est un format qui est original. Et en plus le format de l'organisation, de la disposition, il y avait 4 grands pôles. Voilà, il y avait 4 grands pôles. Il y avait le pôle qu'on va appeler Davos, avec quand même 8 salles de conférences qui tournaient en permanence. Des labs thématiques, là où se passait vraiment le coworking entre tous les acteurs. Des business espaces, des business squares où il y avait les startups, certaines startups, et puis une journée grand public qui était appelée par Publicis la journée des makers. Et ça, je pense que c'était aussi une dimension importante et qui était vraiment une volonté affirmée, c'est-à-dire de faire voir au grand public toutes les nouvelles innovations, tout ce qui se passe, de les faire participer, de faire vivre aussi la dynamique qui est entre le mouvement autour des technologies et autour des transformations, et de faire que le grand public participe à cette fête, entre guillemets, en tout cas à ces rencontres. Autour de la techno. Autour de la techno, et puis avec un esprit assez décontracté où les gens pouvaient tester la réalité virtuelle, comme apprendre à coder pour les enfants, faire du yoga, échanger, découvrir les derniers drones, les derniers objets connectés. Plein d'innovations. Plein d'innovations, voilà. Donc il y avait une énergie, une vitalité, et en même temps beaucoup de place,
Enfin, tous les labs étaient organisés comme des places de rencontre. Il y avait 17 labs. Et de partage, 17 labs. D'accord, dont de grands groupes qui étaient parfaitement associés puisqu'ils recevaient des startups pour travailler. Ça. Voilà, alors ces 17 labs avaient tous une thématique propre et en fait ils étaient le lieu de grandes entreprises françaises ou internationales en fait, qui chapeautaient des startups qui avaient participé au challenge qui avait été proposé en amont à des startups et à 400 000 startups dans le monde entier. Donc, en fait, c'était un espace d'effervescence aussi, d'émulation, de motivation, de travail non-stop pendant ces 3 jours. Et c'était l'enjeu, finalement. Et c'était l'enjeu que ces startups aussi rencontrent des investisseurs, que ces startups travaillent en direct devant tout le monde avec les grosses entreprises. Et en fait, tous les challenges avaient été initiés par sur les besoins de ces 17 grandes entreprises en fonction de leur transformation digitale. Donc on avait donc 17 labs, chaque lab était piloté par une entreprise représentative du secteur. Ouais. À l'issue d'un appel qui a été demandé à 400 000 startups, ils en ont sélectionné un certain nombre et ces différentes startups qui ont été sélectionnées parce qu'elles proposaient de façon originale des réponses à ce qui était demandé aux différents besoins de ces 17 labs étaient venues à la rencontre de ces 17 grosses entreprises. Alors, tu as cité un LVMH, je crois, RATP, etc. Mais que venaient-ils chercher ces grandes entreprises à cet endroit? Parce que c'est bien de faire de l'émulation. Normalement, c'est l'inverse. La start-upisation des grandes boîtes, on est en train de. Mais en fait, je crois que les entreprises se sont rendues compte que maintenant c'était une culture et qu'il fallait être au cœur des technologies, au cœur de la transformation et le vivre avec justement tous ces jeunes pousses, tous ces entrepreneurs qui possèdent la technologie et qui en même temps sont apporteurs d'idées. Et que pour se transformer, il fallait vraiment créer du lien, mais de manière plus humaine. Alors qu'on est dans la techno. Exactement, des vraies rencontres physiques. D'ailleurs, moi j'ai vu des gens, notamment dans la partie FinTech, qui étaient drivés par BNP Paribas. J'ai vu des gens avec des paperboards alignés avec leurs post-it, donc des gens de chez BNP, comme des jeunes, et tout le monde participant au milieu du lab, et n'importe qui pouvait venir discuter, les interroger, voilà, c'est quelque chose de très très participatif. Donc c'était vraiment vivant comme des espaces de séminaires, de workshops, où il n'y avait pas de formalisme non plus. Et il y avait alors les pitchs de toutes ces startups qui avaient postulé et avaient été retenues, donc au milieu des labs. Ensuite il y avait toutes ces entreprises qui prenaient la parole également pour montrer leur réalisation, leur vision, leur propre vision, montrer aussi la valeur de leur plateforme, de leurs outils, interpeller les gens qui étaient présents en leur disant venez, apportez-nous vos projets, venez les déposer sur votre plateforme, mettez-vous en contact avec nos salariés par l'intermédiaire de nos outils et venez créer de l'échange et venez nous apporter toute votre énergie et votre vitalité et votre façon de réfléchir. On a besoin de vous. Vous avez besoin de nous parce qu'on va vous offrir des outils, du financement, des bureaux, enfin tout un système qui va vous permettre d'avancer. Mais nous aussi, on a besoin de vous. C'était vraiment très, très, très transparent. Esprit marketplace. Oui, tout à fait. Parfait. Avec beaucoup d'argent quand même. Beaucoup d'argent. Alors j'ai assisté à des conférences où il y avait notamment donc des grands groupes étrangers et tous les gros groupes étrangers ont dit que leur fonds était entre 100 millions et 500 millions. Pour investir directement dans les startups. Et les discours, même d'Eric Schmidt, c'est de dire venez nous voir. Mais les conférences étaient courtes, une demi-heure en général. Ça change de nos vidéos de 40 minutes quoi. Donc c'était très très dynamique. Il y avait toujours un intervieweur des Échos qui était plutôt la partie journalistique, mais dans une posture économique, etc. Et à chaque fois, chacun des intervenants que j'ai vus replaçait quand même le discours en disant vous,
start-up, n'hésitez pas à venir nous voir. Donc il y a bien une dépendance presque à un état d'esprit aujourd'hui qui n'existe plus dans les grands groupes pour différentes raisons dont nous avons déjà parlé avec Lionel, qui sont le problème de stratification de l'entreprise, de non-responsabilité des employés, etc. à force de validation par voie hiérarchique. Donc là on casse ce système, c'est du grand showrooming finalement, de la capacité française à rayonner au niveau de la scène start-up internationale. Ah oui, tout à fait. Ça, c'est évident. Et je pense que d'après ce que j'ai pu lire après, il y a des contrats qui se sont signés et à la fois les grandes entreprises et à la fois les startups sont très contents de la qualité des échanges, de tout ce qui s'est passé à l'intérieur. Et donc, ça appelle visiblement à ce qu'il y ait une édition numéro 2 et qui a un rayonnement encore plus large. Mais bon, il y avait quand même le patron de Lenovo, il y avait, l'Asie était là, les États-Unis étaient là, tout le monde était là. Alors finalement, quand on voit ce résumé que tu nous brosses sur l'organisation, sur la rencontre, est-ce qu'il se dégage une nouvelle vision, nouvelle de l'entreprise, une nouvelle vision entrepreneuriale à l'échelle mondiale, c'est-à-dire une organisation différente, une vision différente que les groupes pourraient avoir vis-à-vis de ceux qui viennent parfois les disrupter, on sent que Accor n'est pas forcément à l'aise dans ses souliers avec Airbnb, mais parfois viennent aussi leur apporter des idées qui vont nourrir leur progrès sur un nouveau modèle économique ou une nouvelle diversification. Est-ce que ça apporte justement ce type de rencontre, donc une nouvelle vision que les entreprises ont au regard de leur propre évolution? Je crois qu'ils sont convaincus qu'il faut donc se projeter dans l'avenir et que s'ouvrir à l'écosystème de chercheurs, de penseurs, de start-up ne peut que les faire évoluer, ne peut que les challenger en fait. C'est ça, il était là le cœur de cet événement. Il faut innover vite, il faut innover à grande échelle, c'est ça en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure en préparant l'émission. Alors pourtant il y a quand même un effet qui est assez intéressant, qui est le startup washing, l'innovation washing, qui finalement vient en contresens de cet événement. Parce que il ressort, il y a une sorte de polémique, moi j'ai découvert une sorte de polémique qui fait que en dehors de cet événement, évidemment que toutes les entreprises cherchent à rencontrer des startups et visitent des incubateurs, des accélérateurs, et qu'il y a une forme maintenant de réticence chez certains qu'on peut peut-être appeler puristes à toutes ces manifestations, parce que on a l'impression qu'ils se déplacent pour rencontrer des startups un peu comme on va au zoo. Oui, c'est ça, on lance des cacahuètes. Il faut perdre du temps en plus. C'est pour ça qu'ils les font payer maintenant. La plupart des incubateurs font payer les pitchs aux startups. Et l'image du zoo est très rare parce qu'elle est revenue dans plusieurs interviews ou conférences auxquelles on a pu assister. Et c'est vrai que classiquement, on va voir, quand on a un grand groupe, souvent des startups ou des écosystèmes qu'on ne pourra jamais être. Ouais. Donc il y a aussi une forme d'un phénomène un peu de peur et de réticence à aller regarder ce que l'on ne pourra jamais être, parce que intrinsèquement on ne peut pas bouger quelques dizaines de personnes comme on bouge des milliers de personnes quand on ne s'est pas d'accord. Exactement. Il y a une notion d'échelle qui est compliquée, mais du coup les gens les personnes qui font ces remarques disent que il y a une sorte de regard pour essayer de comprendre pourquoi, comment elles font, ces startups, etc. Pour autant sans s'investir et sans prendre de risques, surtout. Et donc, en interne, dans les grands groupes, ça ne va pas bouger beaucoup si on reste sur cette posture. La notion de risque est de toute façon une notion taboue. Il ne faut jamais prendre de risque. C'est ce qui pose d'ailleurs problème dans la banque et l'assurance, à leur transformation digitale aussi. C'est d'accepter une nouvelle forme de mécanisme interne, de prendre aussi du risque et de s'exposer dans une autre mesure. Voilà, exactement. Puis ça vient mettre en jeu tout le corporate, toutes les règles bien établies. Bien établies depuis des années et qui fonctionnent. D'ailleurs, on commence toujours les projets en disant non mais ça passera jamais. Exactement. Et ça, c'est le grand classique. C'est vrai. Ça, ouais. Donc ils ont un petit peu les fesses entre deux chaises, pour être poli. C'est-à-dire que ils veulent avoir des nouvelles idées ou pomper quelques nouvelles idées ou quelques nouveaux concepts auprès de start-up, mais pour certains, ils les utiliseraient bien simplement comme des sous-traitants. C'est-à-dire que nous, on garde notre... Je ne vois pas l'intérêt d'utiliser des startups comme des sous-traitants, par exemple. Je veux dire, c'est en dehors de tout. S'ils viennent là pour évoluer, pour moi, c'est quand même dans un esprit de, je
dirais, de fusion des idées. On ne parle pas de capitalistique dans ce cas-là. Hein, il faut que ça soit dans un esprit de fusion des idées. Si c'est juste pour faire son marché en allant chercher quelques sous-traitants, ça me paraît... Oui, puis casser leur potentiel de croissance à ces startups, donc de toute façon... Donc il pourrait y avoir un point négatif. Hein. Pour l'instant, tout le monde tout le monde qui témoigne sur Vivatech, tout le monde est rose, tout est super, tout est génial, mais finalement, il pourrait y avoir quand même un effet très pervers que ces grands groupes, finalement, gardent leur méthodologie habituelle, leur système de raisonnement, et puis aillent chercher simplement de l'inspiration ou tout simplement le changement ailleurs, surtout pas chez moi. Ouais. C'est un changement de façade. Le digital n'est pas de la com, c'est un ADN. Ouais, enfin. C'est dur à passer, ça. Hein. En tout cas, oui, tout ça, c'est une vision qui est assez intéressante pour moi. On est au moins dans cette première expérience, puisque c'est une première expérience. Dans cette première expérience, on met vraiment le doigt là où il faut faire mal, c'est-à-dire mettre les groupes qui sont sur des modèles économiques standardisés, éprouvés, et pour certains de longue date, on les met vraiment face à des personnes qui sortent d'on ne sait où parfois, alors indépendamment de leurs écoles et de leur formation, on verra ça plus tard, qui ne sortent d'on ne sait où parce que justement ils ne sont pas au cœur de ces groupes, ils ne sont pas au cœur de la finance, ils ne sont pas au cœur du luxe ou autre, et ils arrivent avec des idées qui sont complètement en rupture. Donc c'est ça qui est intéressant dans ce type de rencontre. Hein. Il faut garder cet esprit, j'imagine. Hein. En fait, l'essence d'une start-up, c'est malgré tout de comprendre qu'il y a un problème quelque part par rapport à un usage et d'en apporter la solution. Et, sans modèle économique, sans scalabilité, sans savoir où on est, parce qu'on vit de toute façon. C'est le fit market. On veut son fit market tout de suite. Effectivement, on se fout de savoir comment on gagne de l'argent pour l'instant. On résout juste le problème. Exactement. Et on vit sur l'argent des autres. Mais ce qu'oublient, je pense, les grandes entreprises, c'est qu'en interne, il peut y avoir des gens qui sauraient très bien aussi apporter des solutions, qui vivent eux-mêmes des problématiques et qui sauraient très bien apporter des solutions, mais qui ne sont pas interrogés par les grandes entreprises, parce que c'est de l'interne et qu'on ne va pas chercher sur le terrain ce qu'on peut trouver chez la start-up, parce que finalement, encore un effet de com, etc. C'est plus fun. Voilà. Alors il y a certaines entreprises qui se tournent de plus en plus, comme la RATP par exemple, sur des innovations internes, en créant des communautés qui travaillent justement à chercher des solutions en tant qu'usagers finalement de la RATP, et qui apportent beaucoup. Aussi, le talent de développement, c'est aller chercher le talent là où il est. Ça, je trouve que c'est des belles initiatives. Ça n'empêche pas la RATP d'avoir posé des challenges justement aussi sur Vivatech. Mais en fait, tous les challenges d'ailleurs avaient été remontés par leur propre terrain. Donc on a vu ce que c'était, on a vu qui était présent, on a vu ce que venaient chercher les grandes entreprises, on a vu ce que venaient chercher les startups, on a vu éventuellement l'image que tout ça pouvait donner pour les nouvelles organisations d'entreprises. Mais là, ce qui nous intéresse aussi, puisque c'est quand même un peu le sujet de la vidéo, merci, ça fait 15 minutes que l'on parle pour présenter tout ce qui se passait autour, l'idée c'était d'amener sur ce que ça engendre, ce que ça nous fait percevoir comme nouvel état d'esprit pour organiser l'apprentissage, nos connaissances, l'évolution de nos connaissances, acquérir nos connaissances, quelles sont nos postures. Il y a un mot là qui est sorti il y a quelques jours, qui s'appelle, c'est marqué sur le slide, entrepreneurialiste. Est-ce que ça ne nous montre pas que finalement aujourd'hui, pour mieux attaquer, pour mieux affronter, pour mieux se mouvoir, pour mieux s'en sortir dans un monde qui est en rupture assez rapide dans beaucoup de secteurs d'activité, et ceux qui ne sont pas touchés aujourd'hui, tous les gourous nous disent qu'ils seront touchés demain, donc finalement tout le monde sera touché, hein, c'est la peste de Molière, hein, c'était ça, c'était les maladies, les animaux malades de la peste, c'était pas Molière, c'était La Fontaine. Bon, ils sont tous touchés. Bon, voilà, c'est bon, la culture, on verra après. Temps mort, voilà. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça nous pose une question sur l'éducation, c'est-à-dire que l'acquisition de connaissances. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que l'on voit apparaître par rapport à de tels salons, est-ce que ça ne remet pas en cause la façon dont on a, notamment dans les études supérieures, hein, on ne parle pas du socle de connaissances de base, mais dans les études supérieures, la façon que l'on a d'aborder l'acquisition de connaissances et les différentes visions que l'on peut avoir par rapport à un étudiant de 2, 3, 4, 5e année. Totalement, c'est incontestable. C'est-à-dire que les formations classiques qui visent à avoir effectivement une spécialisation au dernier moment d'une 5e année, qui visent à faire une école de management, à faire une école d'ingé, etc., puis pas de faire travailler tout le monde ensemble, c'est effectivement le nœud du problème. C'est-à-dire que classiquement l'innovation ne viendra que par l'échec
l'échange et la volonté humaine de s'associer et de réunir des compétences. Donc le travail en transversalité, c'est plus qu'une nécessité. Je veux dire, c'est quelque chose qui est absolument aujourd'hui au cœur même du fondement de tous les enseignements qu'il doit y avoir. Alors c'est vrai que nous, on pratique au quotidien, puisque notre enseignement est déjà, ne serait-ce que sur l'école pour les petits, enfin, sans faire de publicité, mais sur l'IED, de fait, on fait tous les 6 axes travailler en même temps, ce qui fait qu'on a des départements de création 3D, des jeux vidéo, etc., qui vont travailler avec du web, de la com ou de la créa. Et naturellement, cette extension, elle s'est portée sur les autres écoles aussi. Et effectivement, de faire travailler des managers purs avec des ingés et avec plutôt, alors on les qualifie de designers dans l'ensemble, dans la notion anglo-saxonne, même si dans les faits on pourrait toujours discuter de cette notion-là, c'est quelque chose qui est au cœur même du fonctionnement dans les années à venir de toutes les boîtes. C'est arrêter de penser que l'ingé ne peut pas faire du marketing. Et aujourd'hui, on est obligé de dire qu'il fait du growth hacking. Parce que voilà, c'est toutes ces choses qui vont tomber, mais qui génèrent une nouvelle manière d'enseigner. Et à terme, ça rebondit dans l'entreprise, où il faut avoir ce type de salon pour faire remixer les talents. Exactement. C'est ça qui est nécessaire. Oui, d'ailleurs, comme on le disait tout à l'heure, la RATP, ils se sont déjà, eux, inscrits. Nous, on a une image peut-être un peu poussiéreuse, parce qu'on voit la RATP à travers les mouvements sociaux, à travers les problèmes. Évidemment, les trains, ils arrivent à 99,9%, probablement toujours à l'heure, mais on ne remarque rien. Mais eux ont déjà, puisqu'ils étaient présents sur Vivatech, ont déjà cette démarche qui est d'enseigner, d'apprendre, de continuer à faire monter en employabilité et en compétences tous leurs collaborateurs. De toute façon, c'est un vrai parti pris et leur communauté de bougeurs fait bouger. Et ça s'appelle la communauté des bougeurs. Oui, ça s'appelle les bougeurs. Et il y a d'ailleurs 7 projets des bougeurs qui vont être incubés chez Numa à partir de la rentrée. Donc c'est quand même intéressant parce que ça veut dire aussi que c'est dans une vieille maison que naissent des startups qui vont être incubées dans un système où d'habitude on ne prend que des gens qui viennent d'ailleurs, enfin qui n'ont jamais été en entreprise. Bien sûr. D'accord. C'est assez étonnant ce chemin. Et je voulais aborder aussi un point qui était important dans cette façon d'imaginer encore l'acquisition de connaissances. C'est une méthode que l'on pratique déjà, nous, ici, depuis quelques temps. C'est ce qu'on appelle la pédagogie inversée, c'est-à-dire que l'élève reçoit un certain nombre d'informations avant sa confrontation en face à face avec l'enseignant ou l'enseignant-chercheur, et sa confrontation avec l'enseignant-chercheur est finalement non pas une transmission de haut en bas de la connaissance, mais une confrontation d'idées sur la base de ce qui a déjà été acquis ou observé lors de la phase de, on va dire, pré-rencontre, qui est la phase de pédagogie inversée. Ce qui permet aussi de monter en expertise tout de suite sur les cours, en privilégiant de manière descendante au travers des vidéos ou de conférences online, tous les enseignements plutôt génériques et descendants sans réelle participation ou échange, et tout ce qui va être générique, pif, va monter en expertise et en compétence tout de suite avec le vrai regard du professionnel. Et là, on est proche de ce que l'on a vécu sur Vivatech, c'est-à-dire qu'on est avec des gens qui sont des sachants. Carrefour, c'est exactement ce qu'il faut faire dans la grande distribution, et puis ils sont confrontés à de nouvelles idées de rupture ou carrément disruptives de start-up qui viennent leur proposer sur des thématiques qu'ils avaient quand même déjà au départ présentées, puisqu'ils avaient filtré les différentes thématiques, mais des start-up qui viennent avec leurs idées, leurs solutions sur ces thématiques. C'est-à-dire finalement, l'enseignant est devenu Monsieur Carrefour sur Vivatech, et les élèves sont devenus les startups qui viennent leur proposer leurs idées. Et en fait, l'enseignement, on pourrait dire que l'enseignement devrait se comporter de cette façon. Ça serait, à mon avis, très agréable pour les futurs étudiants. C'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Alors, bravo. Donc on est d'accord, à la question de départ, on a bien vu que si cet événement était à l'échelle européenne et mondiale un événement unique, puisque c'était pas du tout un CIS, c'était pas du tout des événements qui voulaient se copier ce qui existait déjà sur d'autres continents ou dans d'autres grandes villes. C'est tout à fait original. Eh bien, on voit encore une autre originalité, c'est ce qu'on essayait de démontrer aujourd'hui dans cet entretien et dans cette vidéo, c'est qu'il met en avant, il met en lumière qu'on a besoin de transmettre de la connaissance de façon différente aujourd'hui que par le passé. Que ce soit de la connaissance acquise par des grands groupes vis-à-vis de start-up, ou que ce soit de la non-connaissance de start-up, c'est-à-dire cette fraîcheur que peut avoir un start-upper qui va amener de la connaissance vers un professeur, entre guillemets, qui serait le grand groupe avec lequel il va se mettre à travailler.
Mais c'était vraiment très très présent pendant cet événement, le fait qu'il y ait une fluidité et une horizontalité presque. Il n'y avait pas de différence entre le fait de s'appeler Monsieur BNP ou d'être une start-up. Chacun avait la même place, enfin le même... Il y avait un certain égrégore sur place qui se crée, si on peut dire ça. Exactement. L'esprit entrepreneurialiste total. Voilà, c'est-à-dire, comme le disait ce rapport qui a été remis au MEDEF en juillet 2016, donc voilà, l'entrepreneuriat, c'est ayez l'esprit entreprenant. Ça ne veut pas dire demain montez tous votre boîte, c'est demain, parce que c'est pas possible, mais soyez entreprenant dans ce que vous apprenez, entreprenant dans ce que vous souhaitez faire demain de votre futur, dans la collaboration que vous avez, soit avec vos partenaires, soit avec votre entreprise, avec votre patron, avec vos collègues. Finalement, je pense au-delà de ce terme, c'est aussi la curiosité naturelle à développer, qui n'est malheureusement plus de l'ouverture d'esprit et de l'échange. Je crois qu'on vient en racine même de ce qu'était le mouvement Internet au départ dans les années 90. C'était beaucoup de partage, pas forcément de contraintes, pas forcément de règles, et tout ça s'est standardisé progressivement, mais on revient à une philosophie d'échange beaucoup plus forte. Ça, c'est quand même assez fun. Et c'est vrai que pour avoir écouté aussi des personnes qui intervenaient au Web Today qui avait lieu à Nantes, voilà, notamment salut Cyril, salut Jean-Baptiste, quelqu'un de la fonderie qui disait que l'open source était vraiment un élément aussi déterminant dans tout ce qui se passe. Pour rebondir sur ce que tu dis, dans tout ce qui se passe actuellement. Bien sûr, on est sûr, effectivement. J'ai hâte en tout cas d'être au numéro 2. Mais oui, pour qu'on voit dans un an. Alors, on pourra tourner Digital Men. On pose la question aux organisateurs et si on peut tourner sur place, ce sera sympa avec les échos. Ça serait normalement en septembre, parce que sinon en mai il y aura les élections. Bien donc sûr. Ils ont déjà prévu. Donc c'est dans un an, c'est déjà prévu 3 mois, effectivement. Voilà, en septembre. Ah là là, ça va bientôt devenir le forum de l'agriculture, le salon de l'agriculture. On verra tous les politiques. Et bon, ce sera presque un an après la sortie de notre livre. Ce sera marrant, on en reparlera de ça. Il faut l'écrire. Enfin, on a déjà commencé. Voilà, on a tout dit ? Oui, pas mal. Bon, on a déjà pas mal. Encore une fois, à chaque fois que Pascal vient, c'est des longs épisodes, mais en même temps, il y a tellement de choses à dire. Il faudrait les couper en plusieurs fois, mais bon, on va essayer de faire des choses sympas et puis on mettra des contenus additionnels, très certainement, que vous recevrez si vous vous abonnez à la newsletter qui est directement disponible si vous cliquez en dessous de cet écran ou au-dessus. Ça dépend où j'arriverai, encore une fois, à mettre le lien. Voilà. Et bien écoutez, merci Pascal, merci Lionel pour ce nouvel épisode sur Digital Men. On est en direct du pôle universitaire Léonard de Vinci à l'Institut de l'Internet et du Multimédia. On vous souhaite une très bonne journée ou soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Soyez digital, passez de très bonnes vacances et on se revoit très vite. Bye bye.